Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine. Bienvenue sur ma route, une émission sur ma route spéciale puisque nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Mon invitée est la mère franco-britannique de Sierck-les-Bains, Hélène Hammond, arrivée en France en 1998. Je vais d'ailleurs lui demander si les Anglais sont meilleurs que nous dans la défense des droits des femmes. Nous sommes donc à Sierck-les-Bains, dans le pays des trois frontières, dans la ville qui représente le Grand Est dans l'opération pilotée par Stéphane Bern, le village préféré des Français, édition 2025. Entre deux conversations avec Hélène Hammond, on ouvrira la boîte à archives de Sur ma route pour aller à la rencontre ou à la redécouverte de 10 femmes qui ont marqué cette émission. Il y en a, vous vous en doutez, beaucoup plus, mais comme vous imaginez aussi, on ne peut pas intégrer tout le monde. Je pars donc rejoindre dès maintenant Hélène Hammond au château des Ducs de Lorraine de Sierck-les-Bains, paraît-il, selon quelques historiens, le préféré des Ducs de Lorraine. Bonjour Hélène. Bonjour Vianney. Merci de votre accueil dans cette magnifique ville de Sierck-les-Bains. Avec plaisir. Qui est quand même la ville, on va en dire un mot tout de suite, représentante du Grand Est dans le concours de Stéphane Bern. Oui, oui. Le plus beau village des Français. Le plus beau village, c'est comment on appelle ça déjà le village préféré des Français. Le village préféré des Français. On fait partie des 14 villages sélectionnés. Ouais. Alors à l'heure où on tourne, il reste quelques jours pour voter, mais quand l'émission sera diffusée le 8 mars pour la première fois, les votes seront clos. Oui, tout à fait. Oui, oui. Mais on croise les doigts pour vous. Oui, tout à fait. Et vous le on croise tout. Et vous le méritez. Et vous le méritez. C'est vraiment une ville fantastique. Je le disais en introduction, vous êtes franco-britannique. Tout à fait. Franco-britannique. Comment vous êtes arrivé en France? J'allais presque dire, qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette galère? Alors, je suis venue en France, j'ai fait des études de français et d'allemand. Ouais. Et en fait, en Angleterre, on doit faire une 3e année à l'étranger. Donc, j'ai choisi d'aller à Belfort. C'est là où j'ai rencontré le père de ma fille. Et donc, je suis venue ici grâce à lui, entre guillemets, en 98. D'accord. Et j'ai habité à Thionville pendant 3 ans. Après, Sierck était le compromis entre son village et une ville un peu plus grande. Et voilà. Ouais. Et l'accueil? Comment s'est passé l'accueil ici? Je trouve que les Mosellans, ils sont un peu froids au premier abord, mais une fois qu'on est plus proche d'eux, ils sont très chaleureux. Ouais. Et vous étiez enseignante d'abord? Vous avez d'abord été enseignante? Non, j'étais d'abord au Luxembourg pendant 3 ans. Ouais, j'ai bossé dans le secteur des finances et après j'étais prof pendant 10 ans. Et après traductrice et maintenant mère et traductrice. Alors il y a plein de choses, on va en reparler en fin d'émission, il y a plein de choses à voir à Sierck-les-Bains et dans la région. Juste un mot quand même sur le lieu où nous sommes au château des Ducs de Lorraine. Alors dans l'un des châteaux des Ducs de Lorraine, il paraît que c'était le préféré des Ducs de Lorraine, j'ai lu ça. Forcément, avec une vue pareille, comment on peut... Vous avez vu comme je me sers, celle-là. Tout à fait, sur une assiette. Voilà. Mais comment... Je veux dire, il est vivant, il y a des animations, des choses qui se font ici. Sierck, c'est un village dynamique. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a que 1800 habitants à Sierck. Mais à partir du début mai jusqu'à la fin de l'année, il y a toujours quelque chose qui se passe à Sierck. Il y a, par exemple, on commence avec le marché du 1er mai. Ensuite, on enchaîne avec la marche des seigneurs au château de Sierck, entre le château de Sierck et le Malbrouck. Ensuite, on a les nocturnes du terroir où ceux qui aiment bien manger et boire sont bien servis avec tous nos producteurs locaux. Et on a ensuite la Saint-Jean, donc la roue enflammée qui descend de la colline en face, le Stromberg. Et ensuite, on enchaîne avec encore une nocturne et on clôt la saison avec le village du Père Noël, avec nos 2300 nounours et plein d'animations sympas.
Et puisque vous avez commencé à en parler, dans la gastronomie de ce secteur, très belle gastronomie, il y a aussi les vins. Vous êtes un des grands pays du vin ici en Moselle. Tout à fait, on a plusieurs producteurs dans le secteur. Notamment à Cons en face, on a un très bon producteur qui a été lauréat, je crois qu'il a eu au concours général de Paris. Oui, il a eu l'or. Et puis un peu plus loin, on a Jean-Michel Paquet qui a aussi un beau vignoble et une nouvelle vigneronne qui vient de s'installer qui travaille ses vignes avec des chevaux. Magnifique. Claire Hamelin-Boyer. Très bien, ça c'est bien. bien. Mais Cocorico, Cocorico, oui, vous cocoricotez avec nous. Oui. Les Mosellans ont cartonné au concours général de Paris cette année. Oui, vraiment, super. Oui. Ils ont fait fort. Alors Hélène, je vous propose de lancer le premier extrait de Best of. On va écouter un certain nombre de femmes que j'ai reçues dans cette émission. Et puis on revient tout de suite, on va peut-être un peu bouger, on va peut-être monter un peu dans le château. Ça marche, d'accord, avec plaisir. On envoie le premier extrait. Juste un mot sur ton parcours, parce qu'évidemment, tu es une Messine. Oui. Tu es né à Metz, c'est vraiment une culture messine. Et puis après, alors déjà à cet âge-là, tiens, est-ce que tu as déjà en tête, bon, je ne vais pas dire maman, j'ai envie de faire du vin plus tard, c'est quoi en tête? C'est un métier en rapport avec la nature, c'est des choses comme ça quand... Bah écoute, moi j'ai appris à marcher ici. J'étais tout le temps avec mes grands-parents, mes parents ils travaillaient, ils faisaient les équipes, donc j'ai beaucoup passé de temps avec mes grands-parents ici. Donc je suis attachée fortement au lieu en fait, c'est un peu sentimental ça. Bien sûr, je comprends. Et ça a beaucoup joué sur le choix du retour en Moselle. Mais j'avais fait un bac général, je ne pensais pas, tu vois, c'est un peu tous les fils de vignerons, enfants de vignerons, tu étais plutôt sur la contrainte, il faut que tu ailles filer un coup de main, tu n'as pas toujours envie à 15-16 ans d'aller faire ça tes week-ends. Donc ils ont envie d'en sortir. Plus, complètement. Et faire autre chose, et puis quand tu as vécu toute ta vie à Metz, tu as envie d'aller ailleurs. Voilà. Donc moi je suis partie et on était allé voir en fait un CAP Viti pour mon petit frère. Tu vois, il voulait lui directement à partir de la 4e faire une formation dans le vin. Et pendant qu'on est allé voir ça à Beaune, donc en Bourgogne, pour mon frère, et j'ai vu qu'il y avait des BTS technico-commerciales dans le commerce du vin. Je me suis dit, bah, écoute, Banco, ça me convient. Et quand j'ai commencé cette formation donc en Bourgogne, je me suis rendu compte que j'aimerais mieux vendre quelque chose que je faisais moi. Donc je suis partie sur de la production. J'ai fait un BTS Viti-Eno. Et après, j'étais encore, j'avais 22 ans. Je me sentais un peu jeune pour aller sur le monde du travail. Et donc j'ai continué. J'ai fait une école d'ingénieur viticulture œnologie en Suisse pendant 4 ans. Mais vous, quand vous rentrez, donc, vous faites l'école de commissaire, on appelle ça comme ça, une école de commissaire. Oui. C'est début des années 80, fin des années 70. Voilà, 79-80. Il y a pas beaucoup de femmes là, à cette époque-là. Non, nous sommes 5 à avoir réussi le concours sur 45 hommes pour le concours externe. Bon, il y a le concours interne, il y a d'autres concours, mais voilà, nous ne sommes que 5, ce qui est très très peu à l'époque. Et là, vous choisissez, vous sortez de l'école, vous choisissez une spécialité dans la police à voilà, cette parce que c'est possible, effectivement, à l'époque, de rentrer tout de suite dans un service de renseignement. Donc moi, je vais choisir la DCRG, la Direction Centrale des Renseignements Généraux, parce que c'est ça que j'ai envie de faire, du renseignement. Voilà, donc, et c'est possible à ce moment-là, alors que plusieurs années plus tard, ça ne sera plus possible. Il faudra passer par la sécurité publique, qui est un autre métier, donc, avant de pouvoir prétendre aller dans un service de renseignement. D'accord. Alors, les femmes dans la police, ça évolue, mais ça évolue lentement. Moi, j'ai encore entendu récemment quelqu'un qui me disait « Ah, mais c'est un métier d'homme, ça !» Mais il y en a qui le disent encore. Oui, c'est ça. Ah oui. Alors vous répondez quoi en général à ces gens-là? Un sourire désabusé, parce que c'est dommage quand même que enfin, moi j'ai passé donc ce concours en 1980, il y avait encore effectivement beaucoup de personnes qui disaient « mais que font les femmes dans la police ?» Mais elles se sont imposées petit à petit, en douceur, si je puis dire, et ça s'est très bien passé, quoi. Voilà, donc, qu'il y ait encore quelques réticences aujourd'hui, moi, ça me semble un peu extravagant. Elle lui tape dans l'œil, pour parler vulgairement, et ils vont avoir l'occasion de se rencontrer, mais dès le début, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui est bien engagé. Une amitié amoureuse, je crois, vous dites ce terme-là, je crois, dans votre livre, non, je ne sais plus, c'est ça. Oui, parce qu'elle a l'âge qu'elle a, c'est-à-dire 40-42 ans, elle habite. Elle est dans un milieu protestant, bourgeois. Elle a perdu une fille. Elle est mariée. On est dans les années 20. Et je n'imagine pas, elle est triste.
c'est une femme qui a été profondément endeuillée et je ne peux pas imaginer qu'il y ait eu entre deux une espèce de liaison. Vous voyez qu'ils aient folâtré. Et en plus, lui, il a 82 ans accessoirement. Ouais. Mais physiquement, elle est comment Elle Marguerite, pardon. Elle est très fine, elle est très jolie. Ouais. Alors même si les critères de l'époque, on considère que passé 30 ans, on est quand même fané, elle est quand même c'est une très belle femme, mais très délicate, très effacée. Et d'ailleurs, Clémenceau dit plusieurs fois a confié à ses amis qu'il n'aimait pas les femmes à la Rubens et à la Renoir parce qu'il trouvait qu'elles avaient des grosses fesses et que c'était à vous dégoûter de l'amour. Donc je pense qu'il aime les femmes féminines, c'est quand même souvent le cas à l'époque, mais il aime les femmes discrètes, féminines, un peu effacées, souriantes. Vous avez un palmarès fabuleux. Vous avez aussi une personnalité qui est assez impressionnante quand même. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes, pour des jeunes filles ou des petites filles qui veulent faire du sport aujourd'hui, vous êtes un exemple de combativité, d'endurance aussi, de résistance. Qu'est-ce que vous leur diriez à celles qui veulent aller sur des carrières comme ça de haut niveau, les conseils que vous leur donneriez? Le conseil, c'est déjà... bien sûr, oui. Le conseil que je peux donner, c'est d'être bien entouré. Ça, c'est primordial. Moi, j'ai réussi à avancer par la force de mon caractère, mais parce que j'avais un entourage serein. Et faut avoir un bon entourage niveau familial, amis, entraînement, tout ce qui s'ensuit. D'accord. Et puis croire en ses rêves parce que on se casse beaucoup la figure, mais il faut savoir se relever pour repartir de plus belle. Alors je disais à l'instant, on parlait de ton poste, co-gérante, patronne du groupe Livio. C'est rare, on peut le dire. C'est pas unique, dans le BTP, mais c'est pas très courant. C'est presque un ovni, non? Un petit peu, un petit peu. Bon, ça c'est lié à l'éducation, je pense, principalement, puisque j'ai pas du tout eu une éducation sexuée. Il n'y avait pas de filles et de garçons à la maison. Il n'y avait qu'une chose, c'est qu'il fallait travailler à l'école et à côté, à la ferme ou dans les maisons que papa tapait. Donc on n'avait pas du tout ce côté féministe, c'est pour les femmes, ça c'est une tâche pour les garçons. Et je pense que c'est ce qui fait que j'ai été complètement décomplexée pour pouvoir aller dans le transport, dans le BTP, dans la grande distrie et avoir ce parcours-là. Anne-Cécile Hortemann, générale. Deuxième ou troisième femme nommée générale en France, une des premières aussi à diriger un régiment. C'était ici. C'était ici. On est devant le drapeau du 40e RT, régiment de transmission. Il y a de l'émotion à revenir ici. Toujours. Vous savez, c'est ce moment où vous avez les poils qui se dressent sur les bras. Enfin, je pense que vous connaissez aussi ce genre de choses. Et c'est toujours beaucoup d'émotion parce que commander un régiment, c'est commander des hommes et des femmes qui le constituent. Donc, comme vous l'avez vu, c'est entre 850 et 900 personnes. Et commander des gens, c'est pas commander des choses. Donc, vous avez évidemment aussi du matériel sous votre responsabilité. Mais la responsabilité pendant 2 années de ces hommes et de ces femmes, vous les avez pour vous assurer que ça va devenir des soldats, qu'ils vont connaître leur métier de militaire, qu'ils vont connaître leur métier de transmetteur et qu'ils vont être aptes à partir sur le terrain, mener des opérations et faire leur travail de transmetteur n'importe où dans le monde. Hélène, là on vient d'entendre une championne du monde de boxe, 7 fois championne du monde de boxe, une femme générale, une dirigeante d'entreprise dans le BTP. C'est pas des métiers qu'on associe traditionnellement aux femmes. Est-ce que ça, finalement, ça montre pas, ces interviews-là, ces extraits-là, que ça évolue quand même peut-être trop lentement, mais que ça évolue? Ça évolue certes, mais le fait qu'on cite une à chaque fois, ça reste l'exception. Et ça, malheureusement, dans tellement de... Même moi-même, quand je pense à un médecin, c'est un médecin, pas une médecin. Les spécialistes, c'est souvent masculin. Les avocats, c'est souvent masculin. Alors que c'est vrai qu'on est de plus en plus représentés, mais loin d'être suffisamment représentés. Mais, alors c'est pas un métier, c'est une fonction, mais chez les mères, est-ce que ça, vous sentez aussi une évolution? On voit quand même plus de femmes mères aujourd'hui. Oui, tout à fait, il y a plus de femmes mères, mais ça reste quand même la marge. Je regarde au niveau de la communauté de communes, en tant que mère
femmes qui siègent à la Comcom, on est quoi? On est 8 sur plus de 40. Ouais, c'est vrai. Donc c'est vraiment la marge. On est loin de la parité. Et je pense au niveau national, on est à 17 ou 11% de ce qui n'est pas normal quelque part. Comment ça s'explique, à mon avis, à plusieurs niveaux. C'est que déjà, les femmes ne se sentent pas capables, souvent. Il y a déjà ça, peut-être, le premier verrou. Oui. Ensuite, elles ne sont pas forcément prises au sérieux. Et après, elles ont du mal à se lancer dans cette affaire-là. Donc, une fois qu'elles sont en place, elles se remettent beaucoup plus en question. Et ça, c'est aussi un problème. Et par exemple, là, vous êtes un exemple, vous, une femme mère, mais concrètement, une mère, au niveau de sa commune, dans son action, dans son mandat, est-ce qu'il a des leviers pour aider à l'égalité entre les femmes et les hommes, accès, je sais pas moi, à des services, etc. Est-ce que le maire peut agir aussi, lui ? Je pense que c'est minimal, mais je pense qu'en tant qu'exemple, on peut montrer que voilà, on a aussi notre place, on peut aussi être prise au sérieux, et ça c'est important. Ma fille, par exemple, qui a 13 ans, elle voit sa maman qui a un rôle comme ça, c'est un bel exemple pour elle, c'est ce que je me dis. Et c'est par ces exemples à répétition que ça va changer, à mon avis. Alors on va en voir d'autres exemples, on va envoyer la deuxième série d'extraits des archives de l'émission Sur ma route avec d'autres femmes formidables que j'ai reçues dans cette émission. On se retrouve tout de suite. Ça marche. Et on a plein d'autres exemples. Là, on parle des femmes dans les guerres, dans les révolutions, mais on a aussi, je pense à Alice Guy, qui a été une très très grande, une pionnière du cinéma. Et c'était même pire, parce qu'on disait, en même temps que leur mari, elle, on attribuait ses films à des hommes. C'est-à-dire que c'était d'autres qui signaient, en quelque sorte, pour elle. Est-ce qu'on peut... alors, je voudrais juste revenir sur... vous parliez d'évolution des choses tout à l'heure. D'abord, première question, comment ça évolue? Comment l'histoire traite aujourd'hui les femmes? Est-ce que c'est mieux qu'avant? Et je me posais la question par rapport à Simone Veil. Simone Veil, est-ce qui entre au Panthéon? Et là, sur le coup, c'est son mari qui l'accompagne au Panthéon. Simone Veil qui entre au Panthéon, est-ce que c'est un symptôme de cette évolution ou est-ce que c'est toujours finalement un peu un symbole, l'arbre qui cache la forêt? Alors sur l'évolution de l'histoire, il faut rappeler que la science historique, elle a d'abord été pensée par des hommes. Depuis le 19e siècle, nos grands penseurs historiens sont des hommes, quand on pense à Lucien Febvre par exemple, et à tout un tas de ses collègues. Donc c'est une science masculine. Et il a fallu longtemps finalement, avant que les femmes trouvent leur place dans cette lecture des événements qui étaient portés par les hommes. Et on peut dire que ça va se jouer plutôt après la Seconde Guerre mondiale, avec un mouvement de recherche historique qui s'est appelé l'École des Annales et qui a commencé à ouvrir la porte à l'histoire des représentations, une histoire plus culturelle. Et là, les femmes ont pu entrer dans cet interstice. Et on voit que déjà à l'époque, les principales intellectuelles femmes posent très clairement la question. Par exemple, en 1973, Michel Perrault, qui est notre référence nationale en termes d'histoire des femmes, fait un cours à l'université de Jussieu qu'elle intitule « Est-ce que les femmes ont une place dans l'histoire ?» Et voyez, aujourd'hui, nous sommes en 2023, cette émission, elle a le même titre et on a carrément même enlevé le point d'interrogation. Donc ça veut dire qu'on a l'impression quand même que c'est très lent et qu'il y a encore énormément d'efforts à faire. Au sujet de Simone Veil, son entrée au Panthéon vient à la suite d'un certain nombre d'autres entrées de femmes. Il faut rappeler l'entrée de Geneviève de Gaulle et de Germaine Tillon au Panthéon. Je crois que c'était en 2014, si j'ai bonne mémoire. À l'époque, François Hollande les fait entrer en même temps que deux hommes. Parce qu'il ne faut quand même pas fallait pas non plus exagérer, alors même qu'il n'y avait presque pas de femmes au Panthéon auparavant. Et là, actuellement, je suis aussi sur un spectacle qui s'appelle « Multiples facettes d'une flûte au souffle magique ». Et là, prochainement, on va créer ce spectacle à Strasbourg. Super. Ce qu'on sait moi aussi, c'est qu'elle est aussi pilote. Et qu'elle fait de l'aviation. C'est quand même... Oui. J'ai bien aimé les liens que tu fais entre, au niveau de l'air. C'est l'air qui fait fonctionner ces instruments-là, et l'air avec lequel joue un avion, je ne sais pas si je dis bien les choses. Oui, c'est-à-dire que moi, ça fait 25 ans que je pilote des petits avions, des 4 places, et en fait, j'ai toujours aimé la sensation d'être porté, la sensation d'être porté par l'air, par le vent, et je trouve qu'il y a beaucoup d'analogies entre la sensation de piloter et de jouer de la flûte. Parce qu'évidemment, c'est l'air qui porte l'avion,
La flûte est un jeu très très léger. On véhicule les émotions avec l'air. Et en avion, eh ben, on est complètement porté par l'air. Enfin, voilà, c'est cette analogie-là qui est très très belle. Et ce qui ne déplaît pas, Marie-Claire, parce que l'air, c'est aussi, voilà, on a parlé des sols tout à l'heure, on a parlé de la terre, mais voilà, l'air. L'atmosphère, c'est un des constituants, des compartiments des écosystèmes. C'est ça, ouais, voilà. Le CO2, c'est ça qui permet la photosynthèse de toute la biomasse. Ouais. La forêt, elle souffre, on en parlait tout à l'heure, on parlait d'un sol avec les questions d'eau, mais c'est aussi l'air qui a changé. Ouais. Oui, et puis la pluie vient de l'atmosphère. Et c'est des choses aussi qui nous permettent de nous connecter, puisque Sandrine et moi, on a aussi à cœur, au-delà de notre amitié, de monter des projets ensemble. Donc on a commencé un projet, c'était dans l'air depuis un moment. C'était dans l'air. Marie-Claire, la scientifique que tu es, mais aussi la femme, la mère de famille, la femme engagée, la citoyenne, etc. Globalement, elle est plutôt... positive, négative, optimiste, pessimiste aujourd'hui en regardant cette planète? Alors je dirais qu'on ne peut pas s'offrir le luxe d'être pessimiste, parce que tous les matins il faut se réveiller, et puis il faut avoir envie de se lever, et ce qui fait battre notre cœur, ce sont les petites choses et les grandes choses. Les petites choses, c'est les projets qu'on organise, c'est le ciel bleu le matin, c'est la neige qui tombe, c'est les beautés qui sont autour de nous. Et puis les grandes choses, c'est quand même des avancées petit à petit sur des protocoles qu'on met en place, internationaux pour essayer de minimiser les impacts négatifs de l'activité humaine sur l'environnement, et des progrès sociaux ou faire reculer certaines injustices. Vous êtes docteur en littérature comparée. Voilà, tout à fait. Alors, simplement, la littérature comparée, c'est quoi? Alors la littérature comparée, c'est une spécialisation, comme peut l'être la littérature française ou la littérature médiévale. Et la littérature comparée, on a coutume de dire qu'on établit des ponts entre les littératures des différents pays autour de thèmes communs. Moi, je me suis intéressée à la façon dont on écrivait le voyage dans différents pays à certaines époques, notamment la période d'entre-deux-guerres pour ma thèse. D'accord. Voilà. Alors vous habitez pas très loin d'ici, dans cette région des Trois Frontières, je ne sais pas si on dit les Trois Frontières. Oui. Vous écrivez ici, chez vous. Comment vous écrivez? Vous êtes quel genre d'écrivain dans l'écriture, je veux dire l'écriture technique? Oui. Vous voulez dire mes habitudes de travail? J'écris, moi je peux écrire dès que j'ai un petit moment entre deux cours par exemple. Si j'ai 2 heures de libre, je vais en profiter pour écrire. J'ai un super bureau chez moi que j'aime beaucoup, où j'écris quand je suis en vacances ou le soir quand je rentre. Je me lève pas le matin à 5 h du mat pour écrire. Dans le silence, en musique? Musique. J'aime bien écrire dans les cafés aussi. J'aime bien écrire quand il y a du bruit autour. Et en gros, ça représente combien d'étudiants, l'Université de Lorraine? 62 000 étudiants, 7 000 personnels. Une question que je me pose toujours sur l'université, il y a des classements à l'université, je sais pas, celui qui nous vient à l'esprit tout de suite, c'est celui de Shanghai, etc. Est-ce que ça a un sens, tous ces classements, et est-ce que la Lorraine s'en sort plutôt bien dans ce genre de classement? Alors on est très fiers parce qu'on s'en sort plutôt bien, 10e université en France, autour de la 200e place dans le monde. On est la première université européenne en ingénierie minière. On s'illustre, on a des résultats quand même assez remarquables dans plusieurs domaines qui sont des domaines phares de notre établissement. Alors ce que veulent dire les classements, ils veulent dire ce que les personnes y mettent. Chaque classement, il s'appuie sur des critères, donc il faut regarder ces critères, les analyser et les prendre très exactement pour ce qu'ils sont. Oui, c'est ça. Il faut regarder les autres près, il faut fouiner. On va revenir à Ville-sur-Yon, là on est au bar. Salut Janine. Bonjour Janine. Qui nous servira peut-être une bière tout à l'heure. Alors là, Hélène, on est monté encore en altitude, la vue est vraiment superbe. Oui. Là, derrière nous, le Mont Nustremberg, c'est ça, la Moselle, magnifique, le Luxembourg tout près. Oui, à 4 km, tout à fait. Mais vous vivez, alors vous avez travaillé au Luxembourg comme traductrice, mais vous vivez vraiment avec le Luxembourg, avec l'Allemagne aussi qui est très proche. Oui, tout à fait. C'est tout simple. Les Siacois, ils ont l'habitude de piocher ce qui est le meilleur chez les voisins. Donc les Siacois, ils vont souvent en Allemagne pour faire leurs courses, ils vont au Luxembourg pour faire
faire le plein, pour acheter les cigarettes, et tout ce qui s'ensuit, et pour travailler. Et pour travailler, oui, mais ça, on le sait bien. Surtout pour travailler. On le sait bien. On a une vue là derrière nous qui est très chouette, et on voit là, on voit quand même que votre ville est une ville de quelle époque on peut la fixer à peu près? Entre 14e et 15e siècle. Oui, d'accord. Oui. Et puis il y a des vestiges qui datent d'avant, hein, 11e. Donc c'est vraiment une ville un village très ancien. Et ça, ce patrimoine, il est vraiment un élément important de l'attractivité touristique, le patrimoine. Oui. Ouais. On a notre beau château qui date entre 11e et 14e. Et aussi, il y a des vestiges Vauban de 18e. La commune en soi, il y a des rues qui sont de 15e, 16e. Et on voit encore les linteaux sur les maisons avec les métiers. Donc, il y a le métier des tanneurs, on voit le couteau. Et puis, il y a le métier des drapiers, on voit le peigne. Et puis, c'est un peu l'attrait. Et puis, on est vite plongé dans l'histoire de l'époque. Je reviens sur la Journée internationale des droits des femmes. Est-ce qu'elle est perçue, vous qui avez un double regard, sur la France, sur la Grande-Bretagne, mais aussi même un triple ou quadruple avec l'Allemagne et le Luxembourg, mais Angleterre, France, on est différent dans l'approche sur cette question? Oui, tout à fait, oui. Je trouve qu'en France, il y a un vrai retard d'environ 10 à 15 ans par rapport à ça. Parce que quand je suis arrivée en 98, les femmes, les amies que j'avais, femmes, elles avaient plus un rôle traditionnel. Elles devaient s'occuper du foyer, être femmes au foyer. Elles devaient avoir plusieurs activités et assurer tout ça. Maintenant, c'est en train de changer, mais on est loin d'avoir évolué suffisamment. Mais on entendait dans ce deuxième extrait la présidente de l'Université de Lorraine que j'ai reçue dans cette émission. Vous qui avez été professeur, on entendait la présidente de l'université. Tout se joue à l'école. On peut dire que tout se joue dans les premières années sur la sensibilisation à ces questions-là. Ah, ça c'est clair. À partir de la maternelle et encore au collège, on dit que les filles ont de meilleurs résultats scolaires, mais elles se retrouvent parmi la marge quand elles vont aux études universitaires dans tout ce qui est technique, mathématiques, scientifique, alors que les filles s'en sortent mieux dans ces matières-là que certains garçons. C'est vrai. Ce qui est complètement étonnant. C'est vrai. Et quelque part aussi, on peut dire que les enseignants évoluent à ce niveau-là, mais ça reste quand même vachement traditionnaliste. Les rôles féminins, les métiers féminins, les métiers masculins. Et les filles qui pourraient faire des métiers masculins ne sont pas forcément masculins, entre guillemets. Oui, j'entends bien. Sont rarement encouragées à aller dans ce sens-là. C'est vrai. Mais en tout cas, Hélène, ça passe très vite. J'étais vraiment ravi de vous recevoir. Tout à fait. C'est vous qui nous receviez, mais nous de vous recevoir dans cette émission. Et j'espère à très bientôt. Oui, avec plaisir. Et vive Sierck-les-Bains, village préféré des Français. Bien sûr. Ça va le faire. Vive Sierck. Vive Sierck. À bientôt. Merci, à bientôt. Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine.